Bonjour à tous, excusez-nous pour cette attente, mais il a fallu qu'on prenne connaissance de l'arrêt pour faire une analyse avant de vous en communiquer la teneur. Donc, je pense que vous l'avez compris, il y aura quelques cris dans les couloirs. Donc, par une décision rendue ce jour, qui était très attendue, la Cour de cassation, la première chambre civile de la Cour de cassation, a rendu aujourd'hui une décision en faveur des victimes et contre le certificateur TÜV Rheinland. Précisément, au terme de plusieurs décisions rendues, je crois qu'il y en a 7, la Cour de cassation a donc cassé l'arrêt rendu en 2015 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui, de manière parfaitement incompréhensible, avait dédouané le certificateur TÜV. La Cour de cassation aujourd'hui casse ses arrêts, donc remet l'ensemble des plaignants dans la situation qui était la leur en 2013, après le jugement du tribunal de commerce de Toulon, et renvoie le dossier qui va être donc repris depuis le début et rejugé devant la Cour d'appel de Paris. Alors, je vais tout de suite passer la parole à mon voisin de droite, qui est Maître Robillot, qui est avocat au Conseil, car la décision rendue aujourd'hui est quand même la sienne. Autant nous sommes, comme vous le savez, très actifs depuis des années dans le dossier PIP, dans toutes les juridictions. Devant la Cour de cassation, je vais quand même passer le témoin, et c'était lui, l'homme, le chef d'orchestre et l'homme de l'art. Donc je vais lui laisser la parole, de nous faire part de son analyse, qui aura été brève, donc je pense que vous avez pu déjà avoir une idée de la teneur de cette décision et son impact, que je comprends est assez considérable pour la suite du dossier. Absolument, merci. Donc l'arrêt de la Cour de cassation donne raison aux victimes et aux distributeurs sur deux points qui étaient vraiment essentiels dans l'argumentation. Le premier est relatif à l'indépendance des agents de TÜV, donc chargés de faire la certification auprès de la société PIP. Et la Cour d'appel avait retenu une interprétation des obligations d'indépendance assez lâche, et en fait imposer un petit peu le succès de nos prétentions à l'existence d'une vraie preuve de collusion ou de soumission des agents de TÜV à la société PIP. Et la Cour de cassation donc, a censuré ce premier point en estimant que le risque seulement de soumission ou de collusion était suffisant. Donc elle a considéré que la Cour d'appel avait rejeté le moyen tiré du défaut d'indépendance des agents de TÜV par des motifs impropres à caractériser cette indépendance. Donc c'est le premier point qui est important. Le deuxième, qui l'est peut-être encore plus, les victimes reprochaient à la société TÜV de ne pas avoir procédé à des contrôles inopinés chez PIP, contrôles inopinés qui lui auraient permis de voir la fraude et que cette société utilisait un gel non conforme. À cet égard, un des arguments de poids qui était soutenu par les victimes, c'était le fait que la société PIP trafiquait effectivement à peu près tout, sauf les quantités de gel Musil qu'elle commandait. Et ça, c'est une indication que les agents de TÜV auraient dû voir. Et en comparant cette quantité de bons gel commandés par PIP et la quantité de promesses produites, ils auraient dû s'apercevoir qu'il y avait une incohérence. Ça, c'est un point sur lequel la Cour d'appel ne s'est pas prononcée. En fait, elle n'a rien dit du tout, alors que c'était un élément de poids. Et donc, pour la Cour de cassation, ça consiste en une insuffisance de motivation, et c'était donc un point vraiment important, puisque si la société TÜV s'était penchée sur cette question, ça aurait dû lui mettre la puce à l'oreille, et du coup, elle aurait dû procéder à un contrôle inopiné qui lui aurait permis de découvrir toute la fraude de la société PIP bien en amont. Donc, c'est les deux questions, les deux points qui ont été retenus par la Cour de cassation, qui justifient l'annulation totale de l'arrêt de la Cour d'appel, et qui remet donc les parties, comme l'a dit mon confrère au maître, dans l'état dans lequel elle était à l'issue de la décision de première instance,
et les renvoie donc devant la Cour d'appel de Paris. Alors, on est évidemment très satisfait de cette décision, qui est la conséquence d'un combat qu'on a mené, qu'on a démarré depuis 8 ans. Il ne faut donc pas goder son plaisir, mais il y a un certain nombre de questions maintenant qui se posent. D'abord, les enseignements qu'il faut tirer de cette décision, ils sont multiples. D'abord, qu'on le dise clairement, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a mal jugé ce dossier, a bâclé sa décision en 2015. Elle a d'ailleurs voulu trancher ce litige de manière extrêmement rapide, limite suspecte, puisqu'elle a entendu rendre sa décision à l'époque en moins d'1 an, alors que la durée moyenne des dossiers est de 2-3 ans devant cette Cour d'appel. Elle a tellement voulu bien faire qu'elle a totalement zappé un élément essentiel du dossier, qui est la question, on vient de vous en parler, du contrôle des matières premières. Sans entrer dans le détail, la fraude, elle est établie par M. Mas, qui a dissimulé le fait qu'il utilisait un mauvais gel, le gel industriel. La fraude, elle n'était pas parfaite, elle était loin d'être parfaite, parce que les dirigeants de PIP n'ont pas masqué la quantité exacte du bon gel Musil qu'ils commandaient. Un bon fraudeur aurait gonflé artificiellement les quantités de gel autorisées. Là, tout était sous les yeux des auditeurs de Tubraynan, qui avaient tous les éléments, et ce, 9 années durant, pour réaliser qu'il y avait manifestement un problème au sein de cette société, qui ne pouvait pas remplir les millions d'implants qui ont été vendus avec un gel conforme au dossier de conception. Ce qui est essentiel, c'est que ici, on est dans un domaine où il n'y a pas de fraude. Depuis des années, TÜV fait passer le message qu'elle est victime d'une fraude commise par M. Jean-Claude Mas. Ici, ce point qui est essentiel et sur lequel s'est appuyée la Cour suprême pour casser l'arrêt, on est sur un débat qui est totalement déconnecté de l'idée de fraude, puisque les éléments qui étaient sous leurs yeux n'étaient absolument pas maquillés. Donc la question est de savoir pourquoi les auditeurs de TÜV n'ont rien vu, alors qu'ils avaient devant leur yeux des choses flagrantes et qui auraient dû les conduire dès le départ à refuser leur certification ou, l'ayant donnée, à la retirer très rapidement. Au lieu de ça, il s'est passé 9 ans pendant lesquels PIP a vendu 1 million d'implants dans le monde entier. Et comme vous le savez, on a 400 000 patientes dans 65 pays. La terre entière est gangrénée par des implants estampillés TÜV. L'autre enseignement, je voulais dire un mot là-dessus, c'est que la Cour de cassation conforte la décision des juges du tribunal de commerce de Toulon, qui, à 3 reprises, ces dernières années, ont condamné le certificateur TÜV. Je me souviens très bien qu'il y a 3 ans, TÜV nous avait dit que les juges du tribunal de commerce de Toulon ne sont pas des juges professionnels, mais par contre, à la Cour d'appel, on allait voir ce qu'on allait voir, on était sur des magistrats professionnels évidemment sérieux. On voit le résultat aujourd'hui, puisque l'arrêt de la Cour d'appel est cassé, et la Cour de cassation vient pointer du doigt que les juges ont totalement manqué à le travail qui était le leur, c'est de répondre à l'ensemble des moyens qui leur étaient soumis. Ça, c'est le premier enseignement à tirer de cette décision. Évidemment, c'est une grande victoire pour les patientes, puisque cette décision maintenant ouvre grande ouverte la voie à l'indemnisation pour l'ensemble des patientes porteuses d'implants PIP. Je pense non seulement aux patientes qui étaient dans ce dossier, on parle de 1700 patientes, je pense également aux patientes qui sont dans les autres procédures que nous avons lancées il y a quelques années, où nous représentons 15 000 patientes, mais je pense aussi à toutes les patientes qui, depuis plusieurs années, nous contactent et qui veulent aujourd'hui rejoindre de nouvelles actions pour obtenir une indemnisation devant les tribunaux français contre le certificateur TÜV. Et je vous annonce à cet égard que j'ai lancé il y a 3 semaines une nouvelle procédure d'indemnisation contre le certificateur TÜV, toujours devant le tribunal de commerce de Toulon. Nous avons déjà 4000 patientes qui souhaitent rejoindre cette procédure, qui est lancée, qui est pendant devant le tribunal de commerce de Toulon. Donc, l'instance est en cours. Le processus d'indemnisation, quoi qu'en pense, quels que soient les moyens mis par TÜV, continue, et on ne lâchera pas le morceau.
Et nous avons dans ce dossier une première audience qui se tiendra le 17 décembre 2018, en prévision de laquelle les patients peuvent rejoindre le dossier. C'est aussi une bonne nouvelle pour nous, pour l'Europe, pour le marquage CE. L'autre enjeu de ce dossier, c'est la fiabilité du marquage CE sur lequel reposent les économies européennes. À l'étranger, et je l'ai vu moi-même, le marquage CE, ça signifie quelque chose. C'est une garantie de qualité. Un produit marqué CE passe les frontières. Dans des pays d'Amérique latine, il suffit qu'il y ait un marquage CE pour pouvoir vendre notre produit. Donc ça a une signification à l'étranger. C'est un gage de sérieux et de qualité. Et c'est comme ça que les patients, d'ailleurs, et les distributeurs et les cliniques qui ont utilisé ces produits l'avaient compris. Aujourd'hui, la Cour de cassation, entre les lignes, vient nous dire que oui, le marquage CE, ça signifie quelque chose. Oui, c'est un gage de qualité et de garantie. Et les entités comme TÜV qui donnent des certifications doivent maintenant faire attention à ce qu'elles certifient, parce que s'il est démontré que leur certification est défaillante, a été donnée trop facilement, ce sont des entités qui vont avoir des comptes à rendre. C'est l'autre enjeu de ce dossier. C'est au-delà de la question des implants PIP, c'est que tous les produits CE qui entourent notre quotidien. Donc on peut penser que cette décision va faire bouger les lignes, va changer les pratiques des certificateurs, et on ne peut que s'en réjouir. Ça va aussi probablement inciter les assureurs à être beaucoup plus exigeants de la part des certificateurs dans leur process de certification, dont on sait maintenant qu'il ne peut pas être fait à la légère. L'autre enseignement, et ça c'est un point de vue un petit peu plus personnel, c'est que cette décision marque un échec complet de la stratégie du groupe allemand TÜV-Rheinland, qui depuis maintenant 8 ans se complaît dans une attitude absolument empreinte d'arrogance et de suffisance. Nous avons été la cible, moi en particulier, mais moi à la limite ça ne compte pas, je pense surtout aux patientes, d'attaques personnelles, de campagnes de dénigrement. Cette année, les patients que je représente ont reçu des lettres de menaces, de TÜV et d'intimidation. Tout ceci est un échec complet et TÜV doit savoir, premièrement, que nous ne sommes pas impressionnés. Deuxièmement, les tribunaux sont là pour remettre les choses à leur place. Et surtout, nous n'allons pas continuer, nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Et moi, je déplore, j'invite d'ailleurs le groupe TÜV à changer totalement sa position dans ce dossier. Ils ont mis en place une puissance de feu absolument redoutable depuis des années, dépensé des sommes colossales dans des frais d'avocats, des frais d'agence de communication pour organiser des campagnes de discrimination, d'attaques, de menaces, parfois personnellement contre les avocats représentants des patientes, qui doivent réaliser qu'aujourd'hui c'est un échec complet. Alors, nous sommes droit dans nos bottes, puisque moi, j'ai entamé ce dossier en 2010. À l'époque, j'étais pratiquement tout seul, j'étais avec mon voisin de gauche, qui est M. Cédric Kinsman, qui est un distributeur PIP pour l'Europe de l'Est. C'est lui, le dossier PIP, c'est pas moi, c'est lui qui est à l'origine du dossier PIP, c'est lui qui, en 2010, a compris qu'il y avait un problème avec cette certification. Nous avons toujours tendu la main à TÜV en l'invitant à trouver une solution négociée. On nous a pris de haut en 2011-2012. Nous avons donc continué notre action judiciaire avec un premier résultat en 2013 où TÜV a été condamné à payer 5 millions d'euros. Nous avons toujours été ouverts à une discussion. TÜV nous a répondu par l'arrogance dont je parlais il y a quelques instants. Très bien, on a continué à faire notre boulot judiciaire. Le résultat, c'est qu'en 2017, TÜV a été condamné cette fois-ci à payer 60 millions d'euros. On est passé déjà sur une gamme au-dessus, on a rajouté un zéro. Aujourd'hui, la signification de cette décision, c'est que la voie de l'indemnisation est ouverte aux 400 000 patientes dans le monde entier. Alors TÜV peut continuer à faire comme si elle n'avait pas compris et continuer à batailler judiciairement. Très bien, on saura faire, encore une fois. On continuera, c'est ce qu'on a fait depuis 8 ans, et c'est à peu près ce qu'on sait faire de mieux, en tout cas de moins mal. Il faut simplement qu'elles comprennent au train où vont les choses. La prochaine fois, aux 60 millions, on risque de rajouter un zéro, voire 2 zéros. Parce que 400 000 patients qui peuvent réclamer 15 000 euros, on est sur un chiffre de 6 milliards.
Alors, voilà les enjeux de ce dossier, la signification de cette décision. On a une des plus grandes actions de groupe qui a jamais existé, en train maintenant d'être confirmée. On a un certificateur que l'on a assigné, non pas parce qu'il est solvable, parce qu'il est avant tout responsable et que les éléments du dossier sont accablants pour ce groupe. Et on a un certificateur qui est solvable. Tu auras sa propre réflexion, il y a des équipes, des gens très talentueux pour les conseiller. Ils auront une décision à prendre rapidement, qui est de savoir est-ce qu'on essaye de mettre en place une solution intelligente, constructive, dans l'intérêt des patientes, ou si on continue le combat judiciaire. J'ajouterai une dernière chose, c'est que on peut évidemment se réjouir de cette décision, puisque ça valide le combat qu'on a mené depuis 8 ans, puisqu'on a traversé dans ce dossier des périodes de doute. Maintenant, j'ai la Cour suprême avec moi, mais en tout cas, ça nous fait quand même chaud au cœur de savoir que la Cour de cassation abonde dans le sens qui est le nôtre depuis 8 ans. On ne s'est pas trompé. Maintenant, pour les patients, ça ne va pas forcément avoir un changement radical de demain matin. Les patientes, elles ont toute leur vie personnelle. Elles ont dans la poitrine des implants frelatés, potentiellement dangereux. Certaines attendent une indemnisation pour pouvoir se les faire explanter. D'autres se l'ont déjà fait explanter, mais ont quand même des complications. Dans ce dossier, je vis au quotidien avec la souffrance des patientes qui, depuis maintenant 8 ans, se voient imposer un yo-yo judiciaire particulièrement éprouvant. Puisque, au gré des décisions, on a parfois une bonne nouvelle, 2 ans plus tard, une mauvaise, et les patients sont désorientés en disant dites-moi comment on fait. On a des décisions qui nous accordent une provision. On utilise cette provision pour payer un chirurgien pour se faire explanter, et on ne vole pas cet argent puisqu'on ne fait qu'exécuter une décision de justice. Puis 2 ans plus tard, on a une autre juridiction qui vient nous dire que peut-être il faudrait rendre l'argent. Et au travail des choses, ce que j'appelle ce yo-yo judiciaire risque de durer pas mal d'années. Alors on peut continuer comme ça, avoir la vue basse en tant qu'avocat. Je ne pense pas que ce soit satisfaisant dans un dossier comme celui-là, pas pour les patientes, pas pour les tribunaux qui doivent faire face à des actions de groupe que nous n'avons jamais vues. C'est très compliqué à gérer en termes d'organisation, de planning. Je ne pense pas non plus que ce soit très satisfaisant pour Tuve Rhineland, qui est sous les feux de la rampe depuis maintenant 8 ans, et les dirigeants de Tuve Rhineland doivent comprendre que la stratégie qui est la leur va probablement maintenant commencer à sérieusement écorner leur image de marque. Donc nous, on a réfléchi à une solution, on n'a pas attendu la décision d'aujourd'hui pour le penser. C'est même pas moi qui l'ai pensé, encore une fois, c'est mon voisin de gauche à qui je vais laisser la parole. On a proposé de mettre en place un appel de nos voeux à la création d'un fonds d'indemnisation, est-ce que c'est français ou européen, pour qu'on puisse faire une distinction qui n'est pas forcément évidente en droit, qui est l'indemnisation d'un côté et responsabilité de l'autre. Les indemnisations, il faudrait qu'elles tombent tout de suite, parce que considérant que la plupart des agences de santé considèrent que les implants PIP sont dangereux, laisser des implants dans les poitrines des femmes en attendant qu'il y ait une décision définitive dans le dossier PIP, ce qui va arriver dans 5, 8, 10 ans, c'est pas satisfaisant en termes de santé publique. Donc, ce fonds, je vais encore une fois laisser la parole à mon voisin, ce fonds pourrait prendre en charge cette indemnisation. Il y aurait un autre débat qui serait celui des responsabilités. Du coup, pour avoir un débat judiciaire, on pourrait prendre le temps qu'il faudra, mais au moins on aura déjà réglé la question de l'indemnisation. C'est pas seulement des patientes en France, je l'ai dit, il y a 400 000 patientes dans le monde, dans tous les pays du monde, vous avez un contingent plus ou moins important de patientes qui ont dans leur poitrine un produit fabriqué en France, marqué CE, et qui attendent une solution militaire, et me semble-t-il, de manière tout à fait légitime. Je laisse maintenant, parce que j'ai trop bavard, la parole à M. Joachim Sal. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, un premier mot pour les patientes.
au quotidien. Aujourd'hui, je gère la plateforme Pipa qui les aide à gérer leur dossier d'alimentation. Au quotidien, j'ai des témoignages de patients qui ont des complications extrêmement lourdes. Ça va de la dépression aiguë à des douleurs intenses dans la poitrine, dans les membres. Ça va surtout avec les implants qui, pour beaucoup d'entre eux, rompent, mais ça arrive aussi quand les implants ne rompent pas, avec le silicone frelaté qui se reprend dans l'organisme et des inflammations des nœuds lymphatiques qui nécessitent des interventions chirurgicales très lourdes. Nous avons plusieurs patientes qui sont là au premier rang, qui pourront vous en parler, beaucoup d'entre elles. Hier, on était en train de dîner avec deux d'entre elles, qui en discutant entre elles, ont réalisé que toutes deux avaient allaité leur enfant en étant porteuses des implants, en ne sachant pas qu'il y avait une rupture, et ces deux enfants sont aujourd'hui autistes. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de cours scientifique, mais en tout cas, il y a quand même, plus ça va, plus ça empire. Donc, il faut arrêter ça, il faut que toutes les patientes puissent être indemnisées immédiatement, qu'elles puissent faire, celles qui n'ont pas fait puissent retirer leurs implants, et celles qui ont des complications soient indemnisées de façon immédiate. Alors, ça fait 8 ans qu'on demande ça à TUV. Nous, on leur a d'abord envoyé une lettre, lettre officielle, avant de les assigner devant le tribunal de commerce de Toulon. Nous, ce qu'on souhaitait, c'est de se mettre au bord d'une table et régler la situation pour pouvoir d'abord remplacer les implants à toutes les personnes qui le souhaitaient. Si on avait fait ça en 2010, on aurait évité beaucoup de souffrances et beaucoup de complications. Donc, je redis à TUV, qui n'ont même pas voulu nous parler à ce moment-là. La réponse qu'ils ont faite à Olivier Homet, qui leur a envoyé une lettre, c'était une plainte. Voilà, donc la situation est là aujourd'hui. Donc ça a fait quelques millions en 2010, maintenant ça va peut-être se monter à des milliards, mais en tout cas, il y a urgence pour les patientes. Alors s'ils ne veulent pas entendre raison, en tout cas, moi je pense que l'Union européenne doit mettre en place un fonds européen d'indemnisation immédiat qui gère ces compensations. Nous on a l'outil pour le gérer déjà, et à charge ensuite à ce fonds de compensation d'intervenir en justice et de récupérer les fonds qu'ils auront avancés pour les patients. Voilà, c'est ça qu'on propose. Et on a lancé une pétition il y a 10 jours, en appelant à ça. On appelle Jean-Paul Juncker à créer ce fonds. Et ce fonds pourra... ensuite, il y aura tout le temps judiciaire pour établir toutes les responsabilités. Voilà, mais il y a eu urgence pour les patients. Et sur les complications, il est vrai que plus le temps passe, plus il faut rester prudent. Plus le temps passe et plus on a des signes avant-coureurs que les dommages des implants PIP sur les patients pourraient s'aggraver au fil du temps. Je parle ici, je ne suis pas médecin, je ne suis pas expert médical, donc je rapporte moi ce qu'un expert médical désigné à Toulon a constaté. Lui, il a découvert que les patientes, pas forcément des patientes qui ont des cas extrêmes, avaient des siliconomes et des siliconomes lymphatiques. Donc lui, il est très surpris parce que ça faisait 25 ans qu'il n'avait pas vu et il pensait que c'était le genre de choses qui avaient disparu, Avec les implants PIP, il a vu revoir cette situation, qui lui semblait être un retour dans le temps, avec une question très simple. Le gel PIP est un gel industriel vendu par un autre groupe allemand qui s'appelle Brenntag. Alors les conséquences dans le système lymphatique d'un gel industriel dans les prochaines années, difficile de se prononcer, mais il n'est pas impossible qu'on ait le constat dans des années de situation extrêmement grave pour les porteuses des implants PIP. Et surtout, ce qui est paradoxal dans ce dossier, c'est que le temps judiciaire vient aggraver la situation des patients, puisque elles sont obligées d'attendre une indemnisation, elles attendent une décision définitive pour se faire opérer. La durée de la procédure crée du stress pour elles, donc plus le temps passe, plus la situation empire. Alors, encore une fois, on peut évidemment se réjouir de cette décision, mais je pense pour les patientes qui, certaines, ont des situations vraiment très préoccupantes, ça ne va pas changer immédiatement leur situation personnelle.
elles vont rester tributaires d'une décision de justice définitive qui, si tu continues à se complaire dans une stratégie dilatoire, pourrait prendre plusieurs années. D'où l'idée de la création de ce fonds. L'Europe sortirait grandie en créant ce fonds. C'est à l'heure où, à l'heure des protectionnistes et des populistes, on a une bonne raison de montrer que oui, l'Europe protège ses concitoyens et a les moyens d'offrir aux citoyens européens une protection qu'une législation nationale ne permettrait pas d'offrir. Évidemment, si ce fonds voit le jour, on compte sur TUV pour apporter le premier milliard au moins. Il me semble que ce sera la moindre des choses. Si vous permettez, je vais laisser la parole à j'ai deux confrères, Sigrid Preisle, qui est avocat au barreau de Paris, avec qui on représente des patientes allemandes et autrichiennes, et je suis ravi de lui laisser la parole. Oui, merci. Oui, donc j'interviens pour un collectif de victimes autrichiennes et allemandes. Alors j'ai toujours été très étonnée que nous soyons aussi peu nombreuses s'agissant de victimes autrichiennes et allemandes. Puisque nous savons que pour ce qui concerne l'Allemagne, il y a une estimation que 10 000 patients en Allemagne portent des implants. L'indemnisation et surtout ne pas rester dans une situation où on ne sait pas si quelqu'un est responsable ou pas. Donc cette possibilité que ce dossier soit tranché définitivement en faveur des patients polonais, c'est une grande décision. Et donc, qui nous apportera la possibilité de continuer ce dossier, et aux patientes qui n'ont pas pu participer aux procédures actuelles de pouvoir rejoindre cette procédure et d'espérer obtenir une indemnisation qui pourra compenser les souffrances qu'elles ont et le stress qu'elles ont subi. Merci. Il faut, pour rebondir sur ce qu'a dit mon confrère, il faut avoir à l'idée l'attente qui est celle de patients dans le monde entier pour qui le centre judiciaire est à Paris. C'est la chose assez extraordinaire qui s'est passée dans ce dossier, c'est qu'on a fait voler en éclats les frontières et on a un juge français qui a accordé une indemnisation à une patiente qui habite au fin fond de la colonie, en Islande, en Suède. Beaucoup ont été incrédules lorsqu'on leur a dit que c'était possible. Beaucoup n'en reviennent pas qu'un juge français s'intéresse à leur situation. Elles ont compris maintenant qu'il y avait un vrai processus d'indemnisation qui était en marche. On a eu des coups d'arrêt dans le passé, notamment cet arrêt de 2015. On a maintenant un coup d'accélérateur et de la part de la Cour de cassation qui a maintenant définitivement ouvert la voie à l'indemnisation. Et encore une fois, nous sommes contactés par des milliers de victimes qui se demandent comment faire pour rejoindre les actions judiciaires. Donc voilà, c'est en marche. Sans leur faire de mauvais